Au Burundi, le nouveau Premier ministre entre officiellement dans ses fonctions. Alain Guillaume Bunyoni a prêté serment ce mercredi, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président Évariste Ndayishimiye. Au Congo, des manifestants de l'UDPS de Félix Tshisekedi ont été dispersés par la police. Ils protestaient contre des propositions de loi portées par l'UFCC de Joseph Kabila. Elles portent sur une réforme de la magistrature. Et puis, plus de 1650 civils sont morts dans des attaques djihadistes au Burkina Faso. Un bilan enregistré en 5 années de conflit. C'est un rapport rendu public qui le révèle. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La vie politique au Burundi qui continue de s'animer. Le nouveau Premier ministre a prêté serment ce mercredi. C'était en présence du président Évariste Ndayishimiye et de dignité, et ce après que l'Assemblée nationale a approuvé sa nomination. La nomination d'Alain Guillaume Bunyoni au poste de Premier ministre a été approuvée par l'Assemblée nationale burundaise. Cette approbation s'est faite en l'absence des députés du principal parti d'opposition qui ont boycotté la séance. Moi, commissaire de police générale, Bunyoni Alain Guillaume, Premier ministre, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale et la constitution du Burundi. Moi, Prosper Bazou Banza, vice-président de la République du Burundi, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale et la constitution du Burundi. Le poste de Premier ministre est nouveau. Il a été créé à la faveur de la nouvelle constitution adoptée en 2018. Le président burundais était jusque-là secondé de 2 vice-présidents, l'un en charge des affaires politiques et militaires, l'autre des affaires économiques et sociales. Plus haut gradé de la police burundaise, le commissaire de police général Bunyoni était déjà considéré comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015. Le nouveau chef du gouvernement est considéré par l'ONU et les ONG de défense des droits de l'homme comme l'un des principaux acteurs de la machine répressive du pouvoir. L'ancien chef de l'État, Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, sera, selon le gouvernement, inhumé vendredi à Gitega, la capitale administrative du pays. La tension ne cesse de monter au sein de la classe politique congolaise. Des manifestants de l'UDPS rassemblés autour du Parlement à Kinshasa ont été dispersés par la police. Ils protestaient pour le 2e jour consécutif contre 3 propositions de loi sur le fonctionnement de la justice. La République démocratique du Congo vit l'une des plus vives tensions au sein de la coalition au pouvoir depuis janvier 2019. Celle-ci est issue d'un accord entre le président de la République, l'ex-opposant Félix Tshisekedi, et les forces de son prédécesseur, Joseph Kabila, ultra-majoritaire au Parlement. Les manifestants militants de l'UDPS contestaient des propositions de loi sur la justice portées par 2 députés du Front commun pour le Congo, FCC, la plateforme des proches de l'ancien président Kabila. La police a effectué des tirs de sommation et lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. À moto et à pied, ils avaient bloqué la circulation aux abords du Parlement. Certains ont attaqué des résidences de proches de l'ancien président Joseph Kabila. Les 3 propositions de loi qui ont mis le feu aux poudres portent sur le statut des magistrats et l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. La coalition d'opposition Lamouka a également assuré que les propositions de loi portent un coup fatal au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Au Mali, la majorité présidentielle tente d'approcher les leaders de la contestation qui secouent le pouvoir. Depuis quelques semaines, plusieurs responsables de partis politiques de la majorité présidentielle ont rencontré des représentants de l'une des composantes du mouvement de protestation, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. Les précisions. Tous les ponts ne sont pas rompus entre la majorité présidentielle malienne et la contestation qui secoue le pouvoir. Plusieurs responsables de partis de la majorité ont rencontré mardi des représentants de l'une des composantes du mouvement de protestation, le Front pour la sauvegarde de la démocratie.
L'ordre du jour consistait uniquement à explorer la possibilité de mettre en place un cadre de discussion en vue d'une sortie de crise. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta fait face à la mobilisation contre lui d'une coalition hétéroclite composée de responsables religieux et de personnalités de la société civile ainsi que du monde politique. Le mouvement dit du 5 juin a déjà fait descendre à 2 reprises en 2 semaines dans les rues de Bamako des dizaines de milliers de personnes qui ont réclamé la démission du chef de l'État. La communauté internationale s'inquiète que la crise ne dégénère dans une région et un pays déjà confrontés à la propagation djihadiste et à d'autres graves défis. La mobilisation canalise les exaspérations devant la dégradation sécuritaire de ces dernières années, l'apparente impuissance de l'État à y faire face, le marasme économique et la perception d'une corruption répandue. Au Malawi, la commission électorale a appelé ce mercredi la population à la paix et au calme pendant le décompte des voix. Ceci au lendemain du scrutin organisé la veille, après l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle de l'an dernier. C'était lors d'une conférence de presse. La commission électorale du Malawi a appelé ce mercredi la population à la paix et au calme pendant le décompte des voix du scrutin organisé la veille, après l'annulation pour fraude de l'élection de l'an dernier. La commission électorale, qui a rappelé avoir mis en place un système clair pour gérer des plaintes, a exhorté les éventuels plaignants à y recourir pour le bien-être de la nation. 3 candidats sont en lice pour la présidentielle. Le sortant Peter Mutharika, le chef de l'opposition Lazarus Chakwera et Peter Kouani. Lors de l'élection organisée en mai 2019, la commission électorale avait proclamé la victoire de Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014 avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera. Mais ce dernier a contesté les résultats et ses partisans sont descendus dans les rues pendant plusieurs mois pour obtenir l'annulation du scrutin. La Cour constitutionnelle leur a donné raison en février en invalidant la réélection du président Mutharika pour cause d'irrégularité généralisée et systématique. La présidente de la commission électorale, Jeanne Ansa, a depuis démissionné et a été remplacée par Chifudo Kachali. Les exactions des groupes djihadistes au Burkina Faso ont laissé un lourd bilan dans le pays en 5 années. Plus de 1650 civils et militaires burkinabés sur l'ensemble du territoire national ont été tués. Ce sont là des révélations de rapports publiés ce mercredi sur les violences dans le pays. Au moins 580 attaques ciblant surtout l'armée, des commissariats de police, des milices avec lesquelles l'État burkinabé coopère, des écoles, des mairies ont été perpétrées entre avril 2015 et mai 2020 par les groupes terroristes. Dans le même temps, les forces de sécurité burkinabées sont accusées de la mort de 588 civils. L'enquête a été conduite par l'Observatoire pour la démocratie et les droits de l'homme et les résultats consignés dans un document intitulé « Burkina Faso, risque d'un nouveau Rwanda ». Des 580 attaques terroristes, au moins 221 attaques ont été menées contre les forces de défense et de sécurité, tuant 436 éléments de ces forces et blessant 310 autres. Au moins 359 attaques terroristes ont été dirigées contre des cibles civiles, causant la mort de 1219 civils, dont 595 personnes par assassinat ciblé et blessant au moins 349 autres citoyens, selon le rapport qui recense également 76 cas d'enlèvement, totalisant 181 victimes. Ce bilan, selon le président de l'ODDH, a été établi à partir de plusieurs sources, dont le gouvernement burkinabé, les médias et les ONG, et concerne les attaques commises entre le 4 avril 2015 et le 31 mai 2020 par les groupes armés djihadistes. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes, souvent entremêlés à des conflits intercommunautaires depuis 2015 qui ont contraint plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Des experts libyens recherchent des restes humains lors de l'exhumation de charniers à Tarhouna, où 8 charniers ont été découverts. Human Rights Watch réclame une enquête urgente sur les crimes de guerre de la zone récemment saisie par le gouvernement d'union nationale des mains des troupes du maréchal Khalifa Haftar. Cette opération de recherche des restes humains lors de l'exhumation de charniers de Tarhouna fait suite à la demande de Human Rights Watch.
L'ONG a réclamé mardi une enquête urgente sur le possible crime de guerre commis par les forces de maréchal Khalifa Haftar en Libye, en relevant les récentes preuves apparentes de torture et d'exécution sommaire. Selon Human Rights Watch, des vidéos enregistrées et partagées sur les réseaux sociaux en mai 2020 montrent des combattants que l'ONG a identifiés comme liés au maréchal Haftar, se livrant à de tels actes. La torture des détenus et l'exécution sommaire des combattants capturés ou qui se sont rendus sont des crimes de guerre, rappelle l'ONG. Après avoir lancé en avril 2019 une offensive sur Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale GNA, reconnu par l'ONU, les troupes du maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, ont dû battre en retraite à la suite d'une série de revers ces dernières semaines. Ces combats aux portes de la capitale, dans un pays en proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, ont fait des centaines de morts, dont des civils, et plus de 200 000 déplacés. Dans leur retraite vers l'Est et le Sud, les pro-Haftar ont été accusés par le GNA d'avoir posé des champs de mines. La mission de l'ONU en Libye s'est aussi dit horrifiée après des informations sur la découverte d'au moins 8 charniers à Tarhouna, dernier bastion des pro-Haftar dans l'Ouest, repris le 5 juin par les pro-GNA. La bataille de Tripoli a par ailleurs été marquée par une implication croissante des puissances étrangères. La Turquie auprès du GNA, les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie dans le camp Haftar. Outre les commandants des forces pro-Haftar, toutes les parties étrangères sont tenues de respecter les lois de la guerre, signale Human Rights Watch. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.